Le dernier match de la compétition du côté de l'Impact de Montréal la saison dernière. Essayer d'établir un plan de bataille que j'avais le temps. Je suis très content. Maintenant, l'équipe avec laquelle on veut aller à la guerre. Parler assez d'identité. Nous, on veut plus faire une identité, d'avoir un propre style. Et c'est ça que je crois que ça a cliqué assez rapidement. Et alors, qui correspondent à cette magnifique ville. Donc ensemble, on va essayer et on va le faire, de faire le maximum pour pouvoir redresser la barre au niveau sportif. Donc voilà. Présenter la personne qui est à ma gauche par son CV, je pense que on va rester ici des heures, donc c'est pas le but de le faire. Je crois que vous le connaissez tous. Je suis très très fier et très content de l'avoir à mes côtés pour pouvoir commencer cette saison. Maintenant, je vous laisse avoir l'honneur de pouvoir lui poser les questions que vous voulez. Non, merci déjà. Merci à la famille Sabuto de m'avoir fait confiance, Kevin et Olivier. Très heureux d'être là, à Montréal, parmi vous. Donc voilà, j'espère que ça va être une grande aventure. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry du 98.5, descripteur des matchs. Bienvenue à Montréal. Merci. Premièrement, qu'est-ce qui a fait en sorte, parce qu'on nous indique que c'est vous qui avez contacté le club, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de contacter cette organisation précisément et pourquoi vouliez-vous venir ici à l'Impact? Déjà, il y a des choses qui sont faites dans les règles de l'art. Je pense que tout le monde était au courant que je n'avais pas de job. Donc il y a eu une rencontre, bien sûr, avec Olivier et Kevin, une entente mutuelle, une envie mutuelle de pouvoir travailler ensemble. Je suis venu ici en 2011. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui sont au courant de ça, faire un match amical avec mon ancienne équipe, ma dernière équipe. Et vraiment, je suis tombé amoureux de cette ville. J'ai aussi un attachement avec la MLS, comme vous le savez. Donc pour moi, ça a été très rapide. Et puis, comme l'a dit Olivier aussi, cette façon de voir le jeu et sa vision et ma vision de voir le jeu aussi, ça a été assez rapide. Donc voilà. Et pour moi, comme je dis bien souvent, il faut le répéter, c'est quand même une ville extraordinaire et un big market, comme on dit en anglais. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de ça, mais moi, je suis au courant de ça. Oh, thank you. Just wondering, what were your takeaways from your experience with Monaco that you feel give you confidence to succeed in Montreal this week? Well, it's pretty simple for me. As you know, I already talk about Monaco. I have maximum respect for that club, first and foremost, because that's why I started as a player. That's why I started as a coach. But it didn't work out. I wish them all the best. Like I said, I can give you a lot of excuses here or not, but it didn't work out. But at the end of the day, now I'm here, and I'm the coach of the Impact Montréal. I say Montréal. Sorry, because my French accent kicks in. Sorry, or maybe not. It's all right. No, but for me, the way I put it always is, or you win or you learn, and I learn a lot there. It's about coming back always, and that always has been the story of my life, and that's the story of everybody. You have to get up and be in front of what happened. The only mistake that you can make is not learning from what happened, but you need to come back and front it. And I'm more than happy to have this opportunity with this club and with this city. But like I said, it was a great learning process for me, and I'm very positive about what's going to happen with this club. Bonjour. Vous avez eu une grande carrière, vous avez eu d'autres possibilités de carrière par la suite dans les médias, entre autres, vous êtes avec l'équipe de Belgique aussi. Qu'est-ce qui vous pousse à revenir sur le plancher des vaches à un job d'entraîneur dans une équipe qui a reconstruit en progression? Déjà, merci de souligner ça.
un peu ce qui s'est passé, un peu l'évolution. C'est super important quand même pour moi de souligner ça. J'ai arrêté ma carrière et dès que j'ai arrêté ma carrière, je suis parti passer mes diplômes. Ça m'a pris 3 ans. C'est un long chemin. Je suis parti après travailler avec l'équipe de Belgique. Vous savez que je suis parti à Monaco aussi, mais c'est une évolution, c'est un long chemin. Après, ce qui me fait revenir sur le terrain, c'est que c'est ma passion, c'est ma vie. Il y a un nouveau départ et on doit aller droit devant, essayer de bien construire ce qui va se passer ici. On ne construit pas un héritage en 2 mois, 3 mois, voire 1 an. Donc il va falloir travailler dur, être patient. Mais on sait ce qu'on veut faire avec une certaine identité et philosophie. Il va falloir ramener aussi la communauté avec nous, c'est super important parce que je pense que c'est les supporters ont besoin de sentir aussi, ils ont besoin de se voir dans l'équipe et de voir que l'équipe aussi représente la ville et la communauté. Et je pense que c'est super important. Après, c'est à nous de les ramener de notre côté. Mais mon amour du football m'a fait revenir, bien sûr. Michel, si vous permettez, j'aurai 2 questions. Je vais commencer avec M. Renard, avec Olivier. Juste pour clarifier dans le temps, l'échéancier, le 24 octobre, l'Impact avait publié un communiqué annonçant que Wilmer Cabrera ne serait pas de retour. L'interaction avec Thierry Henry a commencé quand? Pouvez-vous un peu peut-être préciser le calendrier des événements? Oui, la date précise, ça va être compliqué. Maintenant, comme je vous l'avais dit, moi, c'était une question de respect aussi par rapport aux joueurs et par rapport au staff qui était en place au moment de ma présentation. J'ai voulu vraiment prendre le temps de parler avec ces personnes qui étaient ici présentes à ce moment-là. Après cela, je suis reparti sur l'Europe pour l'aspect familial, que je devais régler des choses aussi là-bas. Mais en même temps, évidemment, j'ai eu dès que la saison s'est terminée, beaucoup de personnes qui se sont présentées, des agents qui me téléphonent pour présenter leur poulain, on va dire ça comme ça. Et il y en avait beaucoup aussi que je connaissais déjà, que je n'avais pas besoin d'interviewer, que ce soit des coachs belges ou des coachs italiens ou dans mes connaissances sportives. Donc on va dire que les premiers au jour près, je ne peux pas vous le dire, mais c'est plus ou moins vers la mi-octobre où il y a eu les premiers contacts et où on a senti que le mariage pouvait prendre forme. Avec Thierry, oui, avec Thierry. Oui, mais peut-être fin octobre, mi-octobre. À quel jour près, je ne sais pas vous le dire. C'est correct, c'est bon. Ma question maintenant pour M. Henry, pour Thierry. Il y a énormément de monde ici. C'est probablement une des conférences de presse les plus courues de l'histoire de l'Impact. Est-ce que vous prenez conscience que vous arrivez ici puis vous êtes presque perçu comme un sauveur? Comment vous voyez votre arrivée ici puis la perception que les gens peuvent avoir? On a vu sur les réseaux sociaux jusqu'à quel point votre arrivée a fait parler les gens. Qu'est-ce que vous... Il y a pas mal de choses que je ne contrôle pas. Je sais que j'ai un vécu, mais ça fait partie du passé. On sait bien souvent qu'on a besoin du passé pour être présent dans le futur. C'est ta fondation, c'est ta base. Mais il y a des choses que je n'arrive pas à contrôler. Quand je suis arrivé à l'aéroport, on m'a dit qu'il y avait du monde. Je m'attendais à 2-3 collègues à vous, et puis j'ai vu qu'il y avait plus de monde que ça. Ça, je peux pas le contrôler. Je ne peux pas contrôler le nombre de personnes qui vont arriver dans ces salles. Ce que je peux contrôler, c'est essayer de faire revenir autant de personnes pour quelque chose de grandiose ici. Ça va être, comme je disais, c'est pas évident de créer un héritage et laisser un héritage en 1-2 mois, mais oui, je suis conscient là parce que j'arrive là devant vous et je vois qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est pas vraiment ce que j'ai dans ma tête en général, quoi. Je suis un être humain normal, je sais que j'ai un vécu. En tant qu'entraîneur, ça commence. Je sais qu'il y a eu beaucoup de travail, ce qui fait que les gens sont là, mais on est là quand même pour le club et pas moi. C'est pas mon histoire. On est là pour parler du club et je pense que c'est le plus important. Vous voulez faire un truc là? Positif, oui. C'est toujours mieux que si tu arrives et il n'y a personne dans la salle. Mais je n'aurais pas l'arrogance de dire que je m'y attendais ou d'être surpris. Je me suis levé ce matin, je me suis habillé, j'ai mis les couleurs. Donc voilà, mais je pense pas à ça quand je me lève le matin. Vraiment, c'est des choses que vraiment content. Attention, hein, mais c'est des choses que je ne maîtrise pas et bien sûr, ça me rend heureux de voir ça. Ce que M. Henry disait, on connaît tous son passé sur le terrain. Ça peut peut-être même être aveuglant à certains écarts. M. Renard, qu'est-ce qui vous a séduit chez lui au niveau de ses qualités d'homme et d'entraîneur qui vous a fait dire que c'est l'homme de la situation?
Moi, j'ai recruté un entraîneur, j'ai pas recruté le joueur Thierry Henry. Donc évidemment, c'est sûr que un joueur comme lui, il serait bienvenu aussi, mais ça, on le verra plus tard. Mais c'est moi le principal, c'était j'avais plusieurs critères pour essayer d'avancer dans le processus, et c'était quelqu'un de motivé, quelqu'un qui aimait la ville, quelqu'un qui voulait venir, qui prône un jeu offensif. Comme Thierry l'a souligné, il a fait un parcours après sa carrière qui est idéal au niveau de la formation d'entraîneur. Donc il a fait ses diplômes, ça a pris du temps. J'ai moi-même mes diplômes, je sais que c'est pas si facile que ça, parce que les gens pensent que parce que tu étais joueur professionnel, tu reçois comme cadeau les diplômes, mais c'est pas du tout comme ça. Ce que j'ai bien aimé aussi, il n'en a pas discuté là, c'est qu'il est passé par les jeunes d'Arsenal aussi. Moi, c'est un point, c'est de travailler avec les jeunes. Je crois que la ville de Montréal, avec l'académie, c'est un point que j'ai souligné quand je suis arrivé, et il est passé par cela, donc de travailler avec des jeunes. L'équipe nationale belge, je suis quand même assez fier de dire que pour l'instant, la Belgique fait bonne figure, et on se connaît déjà depuis un bon bout de temps. Donc je crois que c'était assez facile pour moi de voir que c'était un candidat idéal. Après, tout ce qu'il y a à côté, c'est un plus, mais c'est pas ça qui m'a fait faire le choix. You're known as a football junkie. We know how much you watch. The league has changed quite a bit since you left in 2014. How closely have you followed MLS since you left? I won't lie, I didn't watch every single game, especially being back on the other side of the water. But a lot, you know. I remember arriving in the league, and when I was talking to the guys before, and they were talking to me about how the league was, and in my time it changed a lot already. And then now it just, you know, went places. In all fairness, you know, a lot of people, you know, when you see some organization coming in the league and having their stadium and it's full and people are happy, and I mean, I once again, I don't usually have expectation and whatnot, but it's nice to see where the league is going at the minute. You know, people are talking about it all over the place. I knew about it, obviously, as you know, but for me, it is a great league. Terry, Herb Sikorsky of the Montreal Gazette. You're given your limited experience as a head coach. Why do you feel that you're ready for this challenge? And I'm guessing that you're not frightened off, you're not scared off by the way this team has a history of going through coaches. No, that's not the type of thing I think of. Like I said, you have to start somewhere. You can only acquire experience by taking jobs, right? It goes without saying, and so, you know, sometimes you start well, sometimes you don't. I had a great experience with Belgium. I know I wasn't a head coach. Not so great experience with Monaco, although I learned very important. That's why I think you learn the most by the when you find out a lot about yourself in tough situations, shall I say. But yeah, I'm not scared of coming here. I see the positive side of it. I played against this team. And when I was coming in all the time, I saw how passionate the fans were, as I saw at the airport. And I felt that. And when we talked about it, and when I know where we're going and what's in place, I'm not scared of that. But like I said to you, you know, it's about fighting all the time. This is a story, not only my story, it's a story of everybody in life. You know, you're going to fall, like I said before, but it's how you get up. And learning from your mistake, learning from what happened, then not coming back for me is the only mistake that you can have, and so on. So, you know, not scared, being here, trying to put a philosophy and identity to the club is very important, that the fans can identify. At the end of the day, fans want to see people caring about where they are and caring about the club that they play for, and that's what I'm going to try to put into that team. With you know, the style that I like is, you know, very in your face, very direct, trying to put pressure, play out from the back, but also having a plan B, because this league is ruthless at times. And yeah, go on. So what did you learn about yourself in Monaco?
Those are the stuff that I'm not going to share with you guys. It's, you know, it is what it is. But, you know, those are the experiences that you find out about yourself. And I don't like to talk about my career, but I will go back a little bit. Is you guys always remember good stuff. But I became a better player in the dark side, you know, the darkness. That's when you start to be a better player. You guys remember the great moment and whatnot. But that's not where you become a great player. So hopefully that's going to help me to becoming a good coach. Alors Thierry Henry qui dit qu'il a beaucoup appris sur lui-même dans la situation difficile de Monaco. On sait qu'il n'a pas eu beaucoup de succès là-bas. Il a dit « Je suis prêt à me battre chaque jour pour l'Impact de Montréal. Je n'ai pas peur de l'échec non plus. » Il n'est pas prêt à partager ce qu'il a vraiment appris concrètement. Il dit « Je suis devenu un meilleur joueur dans les situations difficiles. Ça sera la même chose comme entraîneur. » Ça s'est passé tellement vite sur ce qui s'est passé de mon côté. Donc voilà, il y aura des arrivées d'un autre côté. Et dès que... on sera au courant, on fera part de ce qui va se passer. Mais pas seulement Pat Bernier, mais aussi Will, qui est là depuis longtemps, qui connaît les joueurs de l'académie depuis longtemps. C'est super important d'avoir quelqu'un comme ça dans le club. Après Pat, c'est l'enfant de la maison. J'ai côtoyé Pat sur le terrain. On a joué l'un contre l'autre, All-Star Game. Bon, il arrive un peu en retard des fois, mais bon, ça va. On peut maintenant de l'autre côté de la barrière, mais il peut quand même prendre amende. Mais non, blague à part, c'était un joueur, qu'on était ensemble, très intelligent, qui voit le jeu, qui connaît la ligue, qui connaît l'environnement ici et tout ce qui s'ensuit, la pression aussi pour les joueurs qui sont ici des fois, d'ici, parce qu'il faut prendre quand même en considération que c'est pas toujours évident de jouer à la maison. Je peux parler d'Anthony, peut-être aussi de Piet. De temps en temps, c'est pas aussi évident de jouer à la maison parce qu'il y a tellement d'attentes envers ces joueurs et Pat a su gérer ça, donc il peut être aussi d'une aide extraordinaire aussi pour ce genre de joueurs dans le club. Olivier de TVA Sport. Vous arrivez ici, c'est un marché qui n'a pas nécessairement les reins financiers aussi solides que le gros club. Quelles ont été les discussions avec M. Gérard et M. Guénois? C'est peut-être les joueurs dont vous voulez faire l'acquisition, l'argent qui sera mis à votre disposition. Et est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le visage de l'équipe change beaucoup? Faire table rase? Écoutez, je pense qu'il y a pas mal de questions dans cette question. Laissez-moi en revenir. Non, mais déjà... C'est sûr qu'il y a le passé, il y a énormément de choses qui sont passées avant, mais pour moi, oui, est-ce que le visage il va changer? En général, le visage d'une équipe est souvent le reflet du coach. Mais aussi, j'aimerais bien que la communauté, que les joueurs ressentent aussi ce qui se passe dans cette ville. Après, l'autre question, c'était quoi? La première? Pour moi, c'est pas un problème. Bien sûr, attention, s'il y a de l'aide et si on peut faire quelque chose, c'est mieux. Mais j'ai joué dans cette ligue. Les équipes qui gagnent, c'est pas toujours les équipes qui ont le plus gros budget ou qui peuvent faire venir des joueurs. Exemple cette année. La finale, c'était Seattle contre Toronto. Tout le monde pensait que ça allait être LAFC contre Atlanta. Eh ben non. Et moi aussi, mes années en MLS, les équipes qui ont gagné, c'est Sporting Kansas. Je vais pas répéter tout le monde, c'est pas le but, mais de créer cette identité et cette équipe. S'il y a finance ou grand joueur ou pas grand joueur, je pense que c'est important de créer une équipe où il y a un bon équilibre. C'est super important. C'est de ce que j'ai vu de par mon passé en MLS et ce que j'ai vu récemment. Quand vous regardez Seattle, par exemple, pour citer Seattle, parce qu'on les cite, c'est une équipe bien en place. Il y a peut-être pas, il n'y avait pas Vela, il n'y avait peut-être pas Zlatan, mais c'est une équipe qui a quand même gagné. Et je pense que c'est le plus important. Quand tu as un projet, une identité, une philosophie, et tu arrives à mettre ça en place, ça devient plus clair. Thierry, Arcadio Marcoudi, 98.5 FM.
En tant que joueur, vous êtes passé dans des maisons comme Arsenal, vous avez travaillé avec Arsène Wenger, Barça, Pep Guardiola, en Belgique avec Roberto Martinez. On peut s'attendre donc que votre ADN en tant que coach soit un peu, disons, du côté d'un football plus altruiste. Comment comptez-vous adapter un petit peu ce style ou cette volonté de jouer au foot dans une ligue qui, comme vous l'avez mentionné, tend à être un peu plus directe comme la MLS? Travailler pour ça, convaincre les joueurs que ça va être notre philosophie, notre identité, convaincre aussi le public que ça peut marcher, les supporters. Mais tu travailles pour ça. Il y a pas mal de choses qu'on doit essayer de mettre en place pour arriver à ça. J'ai eu énormément de coachs. Toutes les équipes avec lesquelles j'ai joué en général essayer de jouer au ballon. Donc c'est vrai que la philosophie, elle est là. Mais je sais aussi que dans cette ligue, de temps en temps, tu pourras pas toujours faire ça. Donc il faut essayer d'avoir un plan B dans le plan A, comme je dis bien souvent, et voir ce qu'on peut faire si jamais on n'arrive pas à jouer de notre façon. Donc voilà. Bonjour, Alexandre Pratt de la presse. 2 questions rapides. La première, quel joueur vous enthousiasme dans le staff actuel? Et deux, vous parlez beaucoup de philosophie, d'identité. Pouvez-vous nous dire en fait qu'est-ce que vous espérez amener à cette organisation? C'est vrai que souvent les gens se focalisent sur joueurs, individus. Moi, je parle souvent d'équipe. Pour moi, c'est le plus important. Tu n'arrives jamais à gagner un titre si l'équipe n'est pas là. Quand l'équipe est là, l'individualité va ressortir dans les moments où l'équipe l'a amené. Mais sans ça, tu ne peux pas arriver à quoi que ce soit. Il y a des joueurs de qualité dans cette équipe. J'ai joué avec un Bojan. Il y en a un que j'ai vu jouer qui ont été plus qu'exemplaires dans ce championnat. Mais pour moi, l'équipe avant tout, c'est le plus important. Et la deuxième question, pardon? Sur la philosophie, en fait, vous avez oui, mais la philosophie depuis le début. Qu'est-ce que vous souhaitez amener à cette organisation? J'essaie d'un peu de toucher. Pour moi, c'est super important que les gens puissent sentir qu'il y a une envie de construire, une envie d'aller de l'avant, une envie de conquérir, une envie de presser, une envie de sortir de la balle de derrière, intelligemment. Et bien sûr, il y aura des erreurs, comme vous le voyez des fois quand la balle part de derrière. Il faut avoir les automatismes, il faut travailler ça. Tu peux sauter des lignes aussi si tu dois sauter des lignes. Tout dépend de l'équipe contre laquelle tu joues. Analyser l'autre équipe, t'es pas tout seul sur le terrain aussi. Donc voilà, un peu tout ça. Le fait que l'équipe sera en Ligue des Champions rapidement au début de la saison, est-ce que ça a pesé dans la balance dans votre décision ou c'était pas un facteur? Non. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait la Champions League, mais j'ai pas pensé à ça pour dire oui. On sait très bien qu'aucune équipe de la MLS encore n'a gagné cette compétition. Je me suis pas dit non, j'ai pas vraiment pensé à ça ça n'a pas pesé pour le oui, quoi, non. Le fait que vous ayez participé vous-même à la Ligue des Champions en Europe, et vous l'avez gagné, non? Si je ne me trompe pas. Oui, ça m'est arrivé, ouais. Non, ça aurait pu ne pas arriver. Donc, ça peut vous servir comme expérience votre groupe? Je pense qu'à un moment donné, c'est ce que j'essaie de dire depuis un petit moment, depuis que j'ai passé la ligne blanche. J'ai été joueur, je ne suis plus joueur. Si vous me parlez, par exemple, de certains coachs et comment ils nous parlaient dans ces moments-là, oui, il y a des choses bien sûr que j'ai retenues, d'autres que j'ai pas retenues, parce que aussi tu apprends comme ça. Mais mon passé, c'est mon passé en tant que joueur. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais c'est vrai que j'ai eu des coachs quand même qui m'ont éclairé sur certains trucs. Et puis depuis aussi que je suis passé de l'autre côté de la ligne, que j'ai souvent certains coachs que j'ai toujours au téléphone où on se parle sur certains trucs. C'est tout à fait normal, surtout aussi des coachs avec qui que j'ai eu à Clairefontaine. Bonjour, c'est votre droite, Philippe Quentin de la presse du 98.5. Et après, vous avez dit tantôt que vous avez retiré des enseignements de votre passage à Monaco comme entraîneur. On a lu que parfois ce qu'on vous a reproché là-bas, c'est d'être un peu impatient avec les joueurs. Et des gens ont dit, bon, d'abord, ça, j'aimerais vous entendre commenter là-dessus, des joueurs qui ont été cités à cet effet-là. Et deuxièmement, il y en a d'autres qui ont dit, pour un grand joueur comme vous, c'est très difficile de coacher des moins doués, des gens qui, ultimement, n'ont pas le même talent. J'aimerais vous entendre sur ça. Écoutez, comme je dis bien souvent, les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire, chacun son opinion.
Mais c'est vrai que quand tu pars d'un club comme ça, en général, quand tu pars d'un club, que ce soit en joueur un peu moins, mais peut-être en tant que coach, les articles positifs sont très rares. Donc, je sais que je suis encore en contact avec beaucoup de joueurs de Monaco. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on se dit, mais c'est vrai, des fois, si tu prends un joueur ou deux, on peut partir dans plein de choses. Mais encore une fois, je suis ici, c'est le plus important. J'ai tiré quelque chose de cette expérience, donc voilà. Et sur le fait qu'un joueur super doué, ça peut être difficile de faire la transition vers le coaching? Personnellement, non, j'ai pas eu de problème avec l'équipe de Belgique, j'ai pas eu de problème avec les jeunes à Monaco. Je pense que vous avez suivi qu'il y avait énormément de jeunes dans l'équipe. Exact, donc j'ai pas eu de problème. Julian, in the middle. Hi, Julian McKenzie. This question is more for Kevin and Olivier. Prior to hiring Thierry, how many coaching candidates did you interview before you ended up with Thierry? I'll let Olivier answer that because he ran the process. So. It's very simple. I have, like I said before, many contact with many agents, and I have many candidates. I know already many people in Belgium or outside Belgium, Italy, that I don't need to speak with everybody. When I make the first contact with Thierry, I feel directly what he wants and what we want. And but it is not that I had only one. It is not these kinds of things. But when we spoke with him, we feel, and I feel directly that we can go to the goal, and that was like this. So how many exactly? It's not about how many. I want one and I take one. It's more like this. John, you got Jake Hermel, CBC. Sorry, you just you mentioned it in French, but can you just tell us what it was with Montreal and Montreal Impact that attracted you to the city? It's pretty simple. That's how I put it. So if you take the best of Europe, the best part of Europe, and you take the best part of the continent here, North America, you will arrive in Montreal. I think it's the perfect bridge. The city is so, diverse. People come from everywhere, but first and foremost, they're from Montreal and they're Québécois. And I think that's what I felt since 2011. Every time I came here, they also made me feel. But I was playing with the Red Bulls, so they made me feel something different also, but which is normal. But the city is just outstanding. Food, outstanding. Restaurant, outstanding. People, it's just crazy because in France we're sometimes a bit moody, but you guys are not here, so it's nice to see. No, seriously, it's just that every time people are kind, very welcoming. Like you would say in French, c'est une ville de cœur, and you can feel it. Very important. I can speak about maybe Patrice knows more he knows more than me when he comes to this town, but. It is just amazing feeling, amazing town. I didn't have the time to see too much this time around, but I'm looking forward to be living in this city. Olivier Renard qui a parlé des candidats potentiels à qui il a parlé. Il a parlé à plusieurs agents, mais il a dit une fois que j'ai parlé à Thierry Henry, je savais que c'était mon candidat numéro 1 et on a su que c'était le bon choix. Et après ça, Thierry Henry qui a parlé de la ville de Montréal, il a dit tu prends le meilleur de l'Europe, le meilleur de l'Amérique du Nord et ça donne Montréal. C'est le pont entre l'Amérique du Nord et l'Europe, le pont entre les cultures. Il a dit tout à Montréal est incroyable. Il faut commencer par le commencement, c'est le premier match. C'est pas évident, bien sûr, de commencer par le premier match comme ça et t'as pas encore de match de championnat, mais il faut faire avec. On peut pas chercher des excuses ou le calendrier il est là, ça commence comme ça, il faut se préparer en fonction de ça. Oui, ça peut être considéré peut-être comme un désavantage ou quoi qu'ils sont, mais on n'est pas là pour chercher des excuses. Il va falloir travailler. Tu commences par la Champions League et il va falloir faire avec ça. Mais tout dépendra aussi de ce qui va se passer en pré-saison, qui sera là, qui est bien sorti de la pré-saison, blessé, pas blessé. Il y a plein de trucs là qui vont se passer que on peut pas vraiment parler là à l'heure actuelle, mais c'est le calendrier.
il faut le respecter. On jouera avec la meilleure équipe, bien sûr, mais la meilleure équipe du moment. Info, Cannes Football Club, RDS. Monsieur Thierry Henry, sur quels critères souhaitez-vous être évalué sur votre performance? Parce qu'on a tendance parfois à se disperser par point de vue médiatique. Sur quels critères souhaitez-vous être évalué? Déjà, je ne souhaite rien. Comme je vous dis bien souvent, à part ce que je souhaite au club et aux joueurs. Mais après, valoriser le succès, c'est quoi? Tu peux avoir fait progresser des joueurs dans le foot et dans notre milieu, dans tous les milieux, c'est gagner. Quand tu rentres dans une compétition que tu dois gagner, il faut essayer de gagner. Mais après, il y a plein de paramètres qui rentrent aussi. Faire évoluer les jeunes, faire comprendre à certains joueurs aussi certaines tactiques, certaines visions, comprendre l'espace, comprendre la position, comprendre la possession. Est-ce qu'il y a des mecs qui vont aller en sélection parce que tu les as rendus meilleurs? Après, il y a toujours aussi il faut gagner. Donc les gens jugeront, et comme d'habitude de toute façon, et c'est comme ça. Mais moi personnellement, j'essaierai de faire mon maximum. Radio RTL, au début de coach en France, il y avait une attente médiatique énorme qui est à la hauteur de votre joueur. Est-ce que vous vouliez aussi redémarrer, disons ici, avec peut-être plus d'apaisement et moins de pression médiatique que ce que ça a été? Non, pas du tout. Non, ça n'a pas été... il y a eu une opportunité, comme on en a parlé. De toute façon, il y a du monde ici, il y avait du monde à Monaco, il y avait du monde en Belgique. Donc ça, c'est pas un truc vraiment où je suis... ça m'est même pas venu à l'idée. Pouvez-vous raconter un peu le branle-bas de combat depuis jeudi dans vos bureaux? Pardon? Le branle-bas de combat depuis jeudi dans vos bureaux. Dans quel sens? Depuis l'annonce... Écoutez, c'est intéressant parce qu'on a réussi, malgré le fait que vous faites une très bonne job d'aller chercher des scoops, on a gardé ça assez tranquille, même dans nos bureaux. Donc, on a surpris plusieurs gens avec l'annonce et même... j'ai eu la chance de présenter Thierry au staff ici au Stade Saputo. Les gens sont excités parce qu'on a vraiment, dès le début, on a essayé d'instaurer une différente mentalité dans nos bureaux, qu'on doit vraiment prendre notre place. Et puis quand on fait les genres de choses qu'on a fait récemment, et puis plus récemment avec Thierry, ça donne nos gens à l'intérieur la confiance dans ce qu'on fait. Et de vraiment mettre les efforts qui sont nécessaires, les efforts collectifs hors du terrain pour s'assurer qu'on procède de la façon dont on veut. Est-ce que vous avez des répercussions au niveau de... Le téléphone sonne, oui. Le téléphone sonne et la cloche sonne. On sonne une cloche chaque fois qu'on vend des billets de saison. Donc la cloche a sonné assez souvent depuis l'annonce. Frédéric, à nouveau, il a été question que Didier Drogba a été un facteur dans votre prise de décision. Est-ce que c'est vrai? Et quelle a été la nature de cet échange sur son expérience ici? J'ai parlé à Didier, oui. Mais j'ai parlé à Didier quand il jouait ici, j'ai parlé à Didier quand il est parti d'ici, j'ai parlé à Didier quand je l'ai vu au All-Star Game, j'ai parlé à Didier quand on parle de tout et de rien. Donc j'avais déjà mon point de vue sur le club. Je parlais aussi à Pat Bernier sur le club. J'ai parlé avec Kev et Olivier sur le club, donc oui, mais pas seulement Didier. Mais c'est vrai que bon, c'est quand même Didier, mais je l'avais déjà parlé, j'avais déjà parlé avant, je lui ai aussi parlé là, et il a reconfirmé ce qu'il m'avait dit avant. Vous avez mis en garde contre des trucs qu'il a moins aimés? Non, pas du tout, non. Sur note un peu plus légère, c'est le 10e anniversaire aujourd'hui de votre but contre... Non, j'ai pas marqué. Non, c'est Gallas qui a marqué. C'est important de le dire. Du but, d'accord, justement. La MLS a changé, le foot a changé depuis. Est-ce que vous avez des appréhensions par rapport au VAR? Oui, j'ai dû subir ça à Monaco, où pour nous, pour un match, ça n'a carrément pas fonctionné pendant 7 minutes, où on a eu un penalty. Donc c'était très bizarre parce que l'équipe adverse en a profité, mais nous on n'a pas pu en profiter. Et puis c'est revenu 7 minutes après. Ils en ont reprofité. Enfin bref, c'est pas évident.
peut avoir une autre conférence de presse sur VAR là, parce que je vois en Angleterre les arbitres ne peuvent pas aller voir l'écran, dans les autres pays ils peuvent. Je pense qu'à un moment donné ça devrait toujours quand même rester la décision de l'arbitre. Il va voir, c'est vrai, c'est pas vrai. Ce qui me concerne plus avec VAR, c'est que ça prend énormément de temps. Et ça tue un peu ce qu'on aime dans le jeu, l'explosion. Non, j'ai marqué, il a marqué, ce qui a but. Après l'explosion, sur le deuxième coup, n'est plus la même. Tu sais pas si high five, no high five, j'ai marqué, j'ai pas marqué. Ça tue un peu le moment qu'on aime bien. Et c'est ce qui souvent réunit un peu le joueur avec le public et tout le monde dans le stade, cette explosion au même moment. Là, c'est un peu, tu sautes, je saute après toi, attends, assis-toi, on attend. Mais ça reste la bonne décision. C'est quand même important. Mais est-ce que ça peut aller plus vite? C'est quand même aussi important parce qu'on veut pas tuer ça quoi. Dans le foot quand même, c'est une équipe des fois elle est en train de pousser pour essayer de marquer un but à la fin et d'un seul coup VAR. L'autre équipe récupère, tu peux aller parler à ton coach, tu peux te replacer. Il y a souvent des buts qui arrivent comme ça parce que tu n'as pas eu le temps de parler à ton coach dans les 5 dernières minutes. Il y a corner, il y a corner, il y a corner, il y a corner, but. Là, il y a pause. Donc, il y a plein de trucs qui sont pas encore bien réglés, mais c'est un début aussi. C'est un début aussi. Enfin, que je dis en début, vous m'avez compris. C'est un début aussi, et il faut laisser aussi que ça rentre un peu, tout ça rentre un peu dans l'ordre. Merci. Merci. Alors voilà pour les commentaires de Thierry Henry en compagnie du directeur sportif de l'Impact, Olivier Renard, et du président de l'équipe, Kevin Gilmore. Olivier, est-ce que tu as eu réponse à pas mal toutes tes questions? Tu es satisfait? Oui. Très satisfait. Et c'est rare que je suis... Évidemment, le tout reste à prouver sur le terrain, mais on a donné des réponses intéressantes, réfléchies et surtout, à mon sens, cohérentes sur un paquet de dossiers. Un peu moins satisfait qu'on me rappelle qu'il y a 10 ans, Thierry Henry faisait main contre l'Irlande. Par contre, mon héritage familial le regrette encore ça, mais tiens, on va lui pardonner. Ça a permis de parler, la dernière question, sur les reprises vidéo dans la MLS. Donc, évidemment, vous avez entendu Thierry Henry qui est pour ça, mais aimerait peut-être accélérer un petit peu le processus. Plein de choses intéressantes peut-être dans cette conférence de presse-là. On va revenir sur quelques trucs, notamment, on a eu la confirmation qu'il souhaitait être un entraîneur offensif et qu'il veut donner un spectacle, en fait, aux partisans. Je veux donner une volonté, on veut aller de l'avant, on veut mettre de la pression sur l'adversaire. Je pense que c'était ça la plus grosse case à cocher pour Olivier Renard. On est quand même assez loin, merci, du mot qui avait défini l'approche de Rémi Garde à son arrivée, et c'était pragmatisme. Ça, pour faire sonner la cloche et vendre des billets de saison, c'est un peu moins excitant qu'un Thierry Henry qui vous dit « Nous, on veut être in your face », dans le visage des adversaires. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait quelques couches à cette réflexion-là. Oui, on veut construire, mais en MLS, et c'est là que la connaissance de Thierry Henry de la Ligue, bon, ça remonte à quelques années quand même, il est très conscient que si tu veux juste construire, des fois, tu n'y arriveras pas. Il faut que tu sois plus direct. Et ça démontre qu'il y a déjà une belle réflexion sur ce qui s'en vient. Est-ce que tu as aimé ses réponses sur... On l'a questionné, bien sûr, sur son passage du côté de Monaco. Ouais. Il a dit, j'ai beaucoup appris. C'est dans les... Soit tu gagnes, soit tu apprends. Et j'ai beaucoup appris à Monaco. Mais il n'est pas entré dans les détails. C'est une belle citation Instagram. C'est une belle citation, c'est ça. Mais il n'est pas entré dans les détails sur qu'est-ce qu'il a appris. On a essayé de lui tirer les verres du nez. Est-ce qu'il a appris sur lui-même? Est-ce qu'il a appris sur le sport en général? Mais est-ce que tu as été satisfait de son approche par rapport à ça? Je te dirais qu'à part les critères d'évaluation qui sont aussi restés un peu flous, c'est la seule chose qui me laisse sur mon appétit de cette présentation-là, parce que je peux pas croire qu'il n'y a pas un ou deux éléments où tu peux démontrer l'introspection que tu as été obligé de faire, ce que tu as appris, ce que tu feras peut-être différemment, sans que ce soit « je dois complètement changer de personnalité et je prends 100% du blâme pour ce qui est arrivé à Monaco ». C'est vraiment la seule chose là, où on a senti que Thierry Henry a évité la question. Tu l'as dit, une question qui lui a été posée à plusieurs reprises. C'est le seul élément. Notre collègue Philippe Cantet a même essayé de lui poser la question. Il a fait une entrevue avec un journaliste à la radio la semaine dernière. Et le journaliste, dans ses critiques de Thierry Henry, disait...
Henry semblait avoir de la difficulté à diriger des joueurs moins bons que lui. Il semblait pas accepter que des joueurs aient moins de talent que lui. Il leur demandait peut-être des choses trop difficiles. Et Thierry Henry n'a pas semblé démontrer. Il a dit ça n'a pas été un problème pour moi à Monaco là, à ce niveau-là. Donc, c'est soit que le journaliste est dans le champ ou cet observateur-là est dans le champ ou soit Thierry Henry est dans le déni. Là. Moi, je pense que la réponse est probablement entre les deux. Et c'est là où il y a un peu une opportunité ratée de dire, vous savez quoi, il faut toujours s'adapter, qu'on soit Thierry Henry ou qu'on soit un joueur de deuxième division qui passe finalement comme entraîneur chez les professionnels dans les grands clubs. Bien, il y a une période d'adaptation. On a plutôt voulu éviter de revenir là-dessus. Mission de Guy Carbonneau. Just quickly, a little hockey anniversary note. 42 years ago today, November 18th, 1977, Václav Nedomansky was traded to Detroit by Birmingham of the WHA. I believe Bob McKenzie broke it on Twitter. Hours later, he picks up 3 assists for the Red Wings against the Atlanta Flames. The goalie in net that night for Detroit, Jimmy Rutherford. I won't tell you the score, Jimmy. It wasn't your finest night, but you had many other good ones. Teammates enshrined together tonight. Maurice Richard.